Voilà, je vais d'abord vous remercier d'avoir bravé l'envie d'aller aux Journées du patrimoine, par exemple, ou à quelques sorties en famille, pour venir passer une grande partie de la journée pour cette occasion, parce que vous êtes conscient que l'avenir de l'humanité est en jeu et que la défense de l'enfant est primordiale. On ne peut pas défendre l'enfant sans défendre la génération dont il est issu. Et c'est ce à quoi nous sommes très attachés aujourd'hui, c'est cette filiation, ce fil conducteur qui nous conduit de génération en génération jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Il semble difficile de penser que ce fil puisse être coupé, et en tout cas, s'il est coupé, si on supprime l'existence du père, on sait qu'il y aura des dégâts considérables. Donc voilà, un grand merci à ceux qui sont venus de loin, un grand merci à nos conférenciers qui acceptent de venir parler à Lyon, hein, certains pas pour la première fois. Ce que je voudrais ajouter à ce qu'a dit le docteur Nogier, d'abord, c'est un détail pratique, mais si nous vous avons demandé une telle participation à la journée, c'est parce que cette journée est très coûteuse, contrairement aux manifestations que nous faisons dans la rue, que pour nous, il était important de prendre un autre moyen de travail sur ces questions de la PMA, c'est-à-dire un colloque avec des spécialistes, comme nous l'avions fait lors des États généraux de la bioéthique. En fait, au mois de juillet, quand le député Chiche a annoncé sa volonté de faire passer la loi sur la PMA pour toutes le plus rapidement possible, peut-être même avant la Toussaint, nous avons eu froid dans le dos et nous nous sommes dit, en nous concertant avec Ludovine de la Rochère et un certain nombre d'autres acteurs, que si nous ne lancions pas quelque chose d'important et qui permette de réfléchir sur ces questions de la PMA déjà, d'éclairer les esprits de beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que cela recouvre, nous allions laisser faire et laisser passer une loi et que cela n'était absolument pas possible. C'est pour ça que nous avons pris la décision très rapide, non pas d'organiser une manifestation de rue dont les suites étaient incertaines, parce que c'est très difficile d'organiser ça un mois et demi à l'avance, mais de réfléchir avec vous, avec des responsables de réseau, et pour faire réfléchir l'ensemble de la population. Ça n'est qu'une première étape, elle sera suivie d'autres étapes. Mais nous sommes conscients qu'il faut d'autres moyens aujourd'hui pour alerter la population sur cette PMA pour toutes. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que le 2 mai dernier, nous sommes allés au Conseil national d'éthique avec le docteur Nogier. Nous avons été reçus par 4 personnes, la vice-présidente de l'UNAF, 2 médecins et une biologiste qui est dans un laboratoire de PMA des hôpitaux de Paris. L'écoute a été très bienveillante. Le docteur Nogier a exposé sur 3 points l'essentiel de ce que nous avions à dire, c'est-à-dire de mettre en avant l'intérêt de l'enfant, de mettre en avant le principe de précaution et de mettre en avant le coût de ces PMA, parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. C'est secondaire par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais c'est important dans la société dans laquelle nous vivons, puisque ces coûts sont ceux qui sortent de nos cotisations, et quand la sécurité sociale prend en charge des coûts qui ne sont pas légitimes, nous sommes tous concernés. Donc nous avons mis en avant l'intérêt supérieur de l'enfant parce que c'est vraiment la motivation de la création de l'association Cosette et Gavroche, c'est pour ça que ça s'appelle du nom de 2 enfants du roman de Victor Hugo. Et je ne vais pas vous redécliner ce que le docteur Nogier vous a très bien dit. Ce qui est important de savoir, c'est cette écoute que nous avons eue, les quelques questions qui nous ont été posées. Et moi, j'ai pu mettre en avant, étant donné que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans des services de placement familial, le fait que la loi 2007, qui donne une indication sur le partage de l'autorité parentale entre le père et la mère, nous oblige, en tant que travailleurs sociaux, à toujours faire exister le père. Mais faire exister le père, même quand il est dans une situation de maltraitance vis-à-vis de ses enfants. J'ai vu des audiences devant le juge pour enfants où les pères sortaient de prison parce qu'on leur demande leur avis, parce qu'ils sont toujours pères, même quand ils sont en prison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire demain quand on va faire comme s'il n'y avait pas de père?
C'est la référence principale d'un enfant, c'est cette complémentarité homme-femme. Et l'on voit combien de gens blessés par cette absence de père, par cette difficulté à être père. Nous ne voulons pas qu'il soit rayé, que l'homme soit rayé de la procréation. Donc nous avons insisté sur cette complémentarité homme-femme. Et même si les personnes qui nous écoutaient nous ont dit à la fin, nous n'avons pas le droit de donner notre avis, ça c'était assez frappant. Nous ne pouvons pas vous dire que nous sommes d'accord avec vous. Ce qui était frappant, c'est qu'on les voyait opiner du bonnet à certaines de nos réflexions. Donc voilà, il y a quand même une conscience, parce que ça nous concerne tous, parce que nous avons tous eu un père, la chance d'avoir eu un père, et que parfois, quand il y a des blessures de père, nous savons les conséquences que cela peut avoir. Voilà, nous avons mis en avant le principe de précaution que l'on invoque beaucoup dans le domaine animal ou même végétal. On parle de l'arrosage des plantes, mais si les plantes n'ont pas de racines, elles crèvent. Donc nous ne voulons pas que notre société crève parce qu'on a coupé les racines d'engendrement de l'enfant. Et enfin, comme je vous l'ai dit, nous avons mis en avant le coût. Comment la société va pouvoir payer des coûts qui sont entre 7 et 10 000 euros pour une PMA, alors que beaucoup d'enfants handicapés, de personnes en difficulté physique, qui ont des besoins de soins médicaux, n'ont pas de remboursement de ces soins. Les compléments de remboursement pour des appareils auditifs pour des enfants, des appareils, des fauteuils roulants, vous savez le drame que vivent les parents handicapés, d'enfants handicapés, quand il s'agit de compléter les équipements. Donc aujourd'hui, est-ce que véritablement la sécurité sociale peut aller jusque-là? Est-ce que ça sera possible de supporter tous ces coûts? Il faut quand même le dire de temps en temps. Voilà, je crois que le docteur Flamini développera cette question cet après-midi.